Monsieur le Président, Messieurs les Présidents honoraires, chers confrères, Mesdames, Messieurs, la ville de la Garde que je représente ici en tant qu'adjoint à la culture est très heureuse de vous accueillir, comme elle est heureuse d'accueillir le Salon d'Art. Monsieur le maire l'a rappelé l'autre jour lors de la belle inauguration de ce salon. Ne soyez pas inquiets de voir peu d'élus parce que ce lundi soir, c'est le soir de notre bureau municipal que je déserte lâchement pour être parmi vous, et donc les adjoints sont réunis autour du maire pour le conseil des ministres de la Garde ce soir. Voilà, donc on est très heureux d'avoir en même temps que le salon chaque année cette commission des beaux-arts avec cette année un superbe thème que Monique Bourguet va certainement nous présenter dans quelques secondes. Et je serai très heureux de participer à cette commission. On m'a fait l'honneur de prendre la parole le premier sur un sujet difficile mais essentiel. Donc je serai très heureux de prendre la parole devant vous dans quelques instants, mais je vais demander à Monique Bourguet de nous présenter certainement cette séance. Oui, merci Philippe. Messieurs les présidents honoraires, chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose rendre hommage à notre confrère Jean Perrot. Pendant une douzaine d'années, il a assuré la présidence de la Commission des Beaux-Arts. Remplacé il y a quelques années par notre consoeur Christina Baron, il est redevenu président de la Commission il y a 4 ans. Désigné par le conseil d'administration de l'Académie pour lui succéder, je tiens à rendre hommage à sa compétence et au travail qu'il a accompli pendant toutes ces années. Je vous demande donc de l'applaudir. Laissez rentrer. Il est de tradition, lors des commissions des beaux-arts tenues à l'occasion du salon, de dire quelques mots de présentation de notre Cénacle. L'Académie du Var fait partie de la Conférence nationale des académies des sciences, lettres et arts, qui regroupe 32 académies de province bicentenaires réunies sous l'égide de l'Institut de France. L'Académie du Var a la lourde tâche d'exercer depuis octobre 2016 et pendant une période de 2 ans, jusqu'à octobre 2018, la présidence de cette conférence nationale désignée sous le sigle CNA. Le développement de la vie culturelle est au centre des préoccupations académiques. Les séances mensuelles sont ouvertes au public, ainsi que les colloques et les conférences intitulées « Heures de l'Académie du Var ». Il est maintenant temps d'aborder le thème de la séance du jour, « Quelle liberté pour l'artiste ?» Artiste et liberté, 2 notions particulièrement complexes que Philippe Granarolo, en tant que philosophe, va expliciter avec le talent qu'on lui connaît, dans son propos intitulé « Liberté et nécessité » ou « Le paradoxe de la création ». Ce pouvoir de création s'inscrit dans un contexte politique et social qui évolue selon les époques. En France, au XVIIe siècle, le statut de l'artiste se différencie de celui d'artisan, se libérant des règles corporatives et s'intégrant dans un système nouveau appelé l'académisme qui se met en place en même temps que la monarchie absolue de Louis XIV. Jean Perrot nous le présentera en précisant son évolution jusqu'à sa remise en cause à partir du milieu du XIXe siècle, qui sera suivie d'une libération de l'art et des artistes. Nous ferons une pause de 10 minutes après son exposé. À la fin du siècle des Lumières, après les premières journées révolutionnaires françaises de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame et définit, dans l'article 11, la liberté d'expression, une des libertés fondamentales liées à la notion de démocratie à laquelle aspireront les régimes européens tout au long du XIXe siècle. La Première Guerre mondiale ébranle profondément l'Europe. Progressivement s'installent des régimes totalitaires en Italie dès 1925 avec Mussolini, en Russie devenue URSS avec la dictature de Staline après l'élimination de Lénine et de Trotsky. Enfin, sous la République de Weimar,
par le cumul des pouvoirs de chancelier et de président en 1933 par Hitler. Tous restreignent et même abolissent les libertés, en premier lieu la liberté d'expression. Claire Joncheret nous présentera un de ces régimes totalitaires, le régime russe. Enfin, pour terminer, Henri Héru, artiste exposant dans ce salon, rendra compte de sa démarche personnelle dans son exposé « L'abstraction, suprême liberté ». La séance devra se terminer vers 20 h, ce qui permettra de poser quelques questions après le dernier exposé. Et après la séance, vous pourrez aller visiter le salon où certains artistes vous attendent. Voilà, je donne la parole donc à Philippe Ranarolo. Merci Monique. Je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait d'entamer cette commission sur un sujet superbe et majeur. Le titre est lui-même paradoxal, vous le constaterez, donc je vais essayer de vous initier à ce que pensent un certain nombre de philosophes sur ces questions majeures. Est-ce que l'art manifeste la capacité de l'homme à rompre avec la nature? Est-ce que l'art est le signe de la révolte de l'humanité contre l'ordre du monde? Une thèse très répandue. Ou bien l'art est-il, comme le pensaient les anciens Grecs, par exemple Aristote, un prolongement de la nature? La nature fait des troncs d'arbres, le menuisier fait des planches et l'artisan travaille avec ses planches. Si l'on défend la première thèse, on va associer l'art au libre arbitre, c'est-à-dire à cette capacité humaine extraordinaire d'être un commencement absolu. Aptitude à la transcendance, qui fait de l'homme l'égal du Créateur. Mais si l'on est adepte de la seconde hypothèse, on fera dépendre l'art de la nécessité en l'inscrivant dans le processus de la nature. Ces deux hypothèses, elles ont traversé toute l'histoire des idées. Elles ont traversé toute notre civilisation, en fait. Au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, reprenant appui sur le sol grec, qui est sa véritable patrie, considère que l'aptitude créatrice des humains, qu'il baptise du nom de fantaisie ou imagination, selon les traductions françaises, que cette capacité est loin d'être le propre de l'homme. La fantaisie, appelons-la ainsi pour calquer le terme allemand, est l'activité essentielle de tous les êtres vivants. Pour Nietzsche, elle est déjà présente dans les formes les plus élémentaires de la vie. Ces formes qui sont dotées du projet non pas de survivre, car comment un vivant pourrait-il bien vouloir ce qu'il possède déjà, mais de survivre. La volonté de croître, la volonté de se développer. À l'évolutionnisme darwinien de la sélection naturelle, Nietzsche va opposer un évolutionnisme de l'invention, de la fantaisie poétique, une fantaisie qui s'accroît au travers des créatures auxquelles elle donne naissance. En choisissant de dénommer fantaisie et cette aptitude du vivant, Nietzsche nous place devant un étonnant paradoxe. D'un côté, il use d'un terme qui semble faire signe vers le libre arbitre, qui semble même renvoyer à l'idée d'une liberté entre guillemets capricieuse, j'y reviendrai. Mais d'un autre côté, en étendant cette capacité à l'ensemble du biologique, Nietzsche l'enracine dans la nécessité, cette nécessité qui règle les processus naturels. Alors comment sortir du paradoxe? C'est ce à quoi nous allons œuvrer avec cet exposé. Dans un premier temps, nous allons examiner la première thèse, celle du libre arbitre, en montrant qu'elle conduit à un véritable drame, le drame de la divinisation des créateurs. En adoptant majoritairement la thèse du libre arbitre, philosophes et intellectuels ont placé, sans le vouloir, les artistes dans une position extrêmement inconfortable. On peut même parler d'un véritable drame lié à cette thèse. Ce drame a connu deux variantes que nous allons examiner successivement, une forme ancienne et une forme contemporaine. Commençons par la forme ancienne du drame du libre arbitre. L'artiste serait l'égal de Dieu. Il partagerait avec l'être suprême le privilège d'une créativité libre. Un philosophe a donné sa forme définitive à cette thèse au XVIIe siècle. Il s'agit de René Descartes. Pour Descartes, la formule biblique d'un homme créé à l'image de Dieu ne saurait avoir qu'une seule signification. Pour Descartes, Dieu nous a accordé sa liberté. Il nous a dotés de la même liberté que lui. En effet, pour Descartes, la liberté ne saurait être partielle.
La liberté est absolue ou elle n'est pas. Soit Dieu décidait de nous priver de liberté, de faire de nous des automates, comme le sont pour Descartes les animaux, qui sont des sortes de machines, soit il nous accordait la même liberté que la sienne. La liberté dont nous disposons est donc infinie, et cette liberté, c'est un côté sympathique, il faut bien le reconnaître, de l'œuvre cartésienne, de la thèse cartésienne. Elle s'expérimente dans la capacité que nous avons de dire oui ou de dire non en toutes circonstances. Cette liberté absolue se vérifie non pas dans des exploits extraordinaires, mais dans les micro-décisions de la vie quotidienne. Êtes-vous rentré dans cet auditorium en passant par la porte vitrée ou par le hall de Gérard Philippe? Eh bien, vous avez expérimenté cette liberté, vous aviez le choix absolu de prendre un des deux chemins. Notre liberté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons, écrit l'auteur des Méditations métaphysiques. Alors on pourrait nous objecter que Descartes semble indifférent à l'art, qu'il est impossible de trouver une esthétique dans l'œuvre cartésienne, ce qui est tout à fait exact. Mais cette absence, elle s'explique aisément par le fait que Descartes privilégie la créativité technique, la créativité des artisans ou des ingénieurs, en tant que capacité créatrice des hommes. L'essentiel pour Descartes, c'est le déploiement de tout ce qui va nous permettre de devenir, suivant la célébrissime formule, comme maîtres et possesseurs de la nature. Malgré l'absence d'une esthétique chez Descartes, tout nous oblige à accorder à l'artiste, s'il en avait parlé, la même créativité qu'au technicien. Kant, grand lecteur de Descartes, ajoutera au siècle suivant que c'est précisément cette gratuité, cette indifférence à l'efficacité qui fait la grandeur de l'art. Mais sans qu'il s'en rende compte, Descartes, en accordant une liberté absolue à l'homme créateur, apporte, il faut bien le noter, une justification rétrospective à la longue condamnation de l'art et des artistes par l'Église catholique. Elle les privait par exemple de sépulture. Par leur libre créativité, les artistes sont d'insupportables rivaux de Dieu. Si l'Église catholique, en évoluant, et en évoluant heureusement, a fini par tolérer la créativité des artistes, on retrouve aujourd'hui une condamnation analogue à celle qui fut longtemps la sienne dans les formes intégristes de l'islam. Chacun l'observe aujourd'hui, interdiction de la musique, de toute représentation du divin, etc. Venons-en à la forme contemporaine de ce drame du libre arbitre. Il faut attendre le XXe siècle, il faut attendre Jean-Paul Sartre, grand cartésien s'il en est, pour qu'un philosophe tire toutes les conséquences de la thèse cartésienne du libre arbitre. Penchons-nous un instant sur la décision que prend à l'instant T le peintre ou le sculpteur, pour prendre ces exemples faciles. Si l'on enracine la créativité dans le libre arbitre, on devra conclure que la décision que prend le peintre de choisir telle ou telle couleur à tel endroit de sa toile, celle que prend le sculpteur de prolonger ou non l'action de son ciseau sur telle ou telle partie du marbre qu'il est en train de façonner, ne saurait dépendre d'une raison, quelle qu'elle soit. Ou bien, en effet, la décision de l'artiste est motivée, elle s'inspire d'une raison, au sens le plus large du terme, elle est l'aboutissement d'une réflexion rationnelle, et en ce cas, pour un cartésien comme Jean-Paul Sartre, elle n'est plus tout à fait libre, puisque la liberté au sens du libre arbitre ne saurait être qu'absolue. Sartre tire légitimement le libre arbitre cartésien en direction d'une liberté que j'appellerais capricieuse. Et c'est ce qui explique, à mon avis, pourquoi toute une part de l'art contemporain cherche à s'affranchir de toutes les contraintes, qu'on pourrait appeler des raisons, qui apparaissent à nos artistes comme autant de freins à la liberté de l'artiste. C'est bien cette émancipation qui caractérise une large part de l'art contemporain. L'art cherche à s'affranchir des contraintes religieuses. Voilà un exemple dans le diaporama, des contraintes esthétiques, exemple assez monstrueux que chacun connaît, la diapo suivante également n'est pas moins sympathique, mais il s'affranchit aussi des contraintes liées à l'obligation de laisser une œuvre, puisqu'on voit aujourd'hui des artistes publiquement détruire leur œuvre, comme le montre cette photographie récente datant de 2016 où un artiste en Bretagne détruit sa sculpture. Une grande part de l'art contemporain se situe aux antipodes des recommandations de Nietzsche, se référant au modèle grec, par exemple dans Le Voyageur et son ombre, avec cette jolie formule
on peut, pour chaque artiste, poète et écrivain grec, se demander quelle est la contrainte nouvelle qu'il s'impose et qu'il rend attrayante à ses contemporains au point de trouver des imitateurs, car ce qu'on appelle invention dans la métrique, par exemple, est toujours une de ces entraves que l'on se met à soi-même. Formule tout à fait désuète aujourd'hui pour la plupart de nos artistes. Rejetant en totalité ce modèle classique, nombre de nos artistes ont choisi d'exprimer leur liberté capricieuse dans la destruction. C'est ce que remarquait et c'est ce que dénonçait mon ami le très regretté Jean-François Mattei, excellent philosophe, dans La barbarie intérieure, quand il écrivait « D'indifférent, l'art devient proprement immonde quand il se cantonne dans un procédé de négation, de dévastation et de destruction, à seule fin de procurer aux barbares un nouveau frisson. » Procurer un frisson aux barbares, n'est-ce pas ce que visent un certain nombre d'artistes contemporains. Tous les errements d'une partie de l'art contemporain résultent de la conception erronée du libre arbitre, conçu comme liberté absolue, donc capricieuse. On entre alors dans le règne du nihilisme dénoncé génialement par Nietzsche il y a plus d'un siècle. La puissance de la métaphysique cartésienne, le magistère, le mot n'est pas trop fort, exercé par Jean-Paul Sartre au XXe siècle en France, mais bien au-delà de nos frontières, ont fini par faire oublier que le libre arbitre n'est que l'une des conceptions de la liberté. Le libre arbitre n'est en aucun cas le synonyme de la liberté. De grandes philosophies, de très grandes philosophies, le stoïcisme dans l'Antiquité, Spinoza au XVIIe siècle, Nietzsche au XIXe, et on pourrait en citer quelques autres, ont développé une toute autre conception de la liberté. Pour ces philosophies, la vraie liberté, aussi étrange que cela puisse résonner dans nos oreilles, qui restent des oreilles très cartésiennes, c'est l'autre nom de la nécessité. Nietzsche exprime avec vigueur dès ses tout premiers écrits. L'homme, jusque dans ses fibres les plus intimes, est tout entier nécessité, absolue non-liberté. Si l'on entend par liberté l'exigence extravagante de pouvoir changer sa nature selon son caprice, comme un vêtement, prétention que toute philosophie digne de ce nom a jusqu'ici repoussée avec l'ironie requise. Fin de citation. En évitant de me lancer dans des spéculations métaphysiques trop spécialisées, je vais m'attacher à vous faire entrevoir ce qu'est cette liberté-nécessité ou nécessité-liberté dans le domaine de l'art, et c'est ce qui va occuper maintenant la seconde partie de mon exposé, l'art et la nécessité. La voie d'accès la plus simple qui m'est apparue pour saisir ce qu'il en est de cette nécessité, qui n'est pas, je le répète, l'antonyme de la liberté, c'est de se pencher sur la notion d'inspiration. Et je vais, une fois encore ici, avoir recours à Nietzsche. Présente tout au long du XIXe siècle, à travers le romantisme, la notion d'inspiration s'est évanouie, vous l'avez noté comme moi, des réflexions esthétiques contemporaines. Plus personne ne parle d'inspiration. N'est-ce pas parce que la notion d'inspiration renvoie à une nécessité que l'artiste subit, sans être le moins du monde le décideur, ce qui blesse profondément l'ego narcissique de nos artistes capricieux. Relisons ce prodigieux texte écrit dans Ecce Homo, son autobiographie intellectuelle, à propos de l'inspiration, texte écrit par Nietzsche et consacré à la composition du Zarathustra. Vous l'avez sous les yeux, donc je ne vais pas le lire en sa totalité, je vous le laisse découvrir. Quelque chose devient visible, dit Nietzsche, on entend, on ne cherche pas, tout se passe en l'absence de toute volonté délibérée, etc., etc. Je commente rapidement les formules que j'ai surlignées en jaune dans le texte. Chacun des termes utilisés par Nietzsche, vous le notez, confirme l'hypothèse d'une stricte nécessité. Tout à coup, écrit Nietzsche, autrement dit, sans aucun travail conscient préalable. On ne cherche pas, ce qui revient à dire qu'aucune volonté lucide n'est à l'œuvre. Une force contraignante, ce qui signifie que le créateur subit quelque chose, n'est en aucun cas la puissance agissante. Et enfin, ce beau terme d'indétermination, c'est-à-dire en l'absence de toute causalité compréhensible,
comme si l'artiste se trouvait sous la coupe du hasard, hasard dont il convient de rappeler que chez Nietzsche, il est aussi l'autre nom de la nécessité. Le hasard, c'est simplement la nécessité qu'on n'est pas encore parvenu à décrypter. Nous allons retrouver chez Kandinsky, chez lequel je vais m'aventurer à présent, une approche très similaire à celle de Nietzsche dans le livre majeur de Kandinsky, image suivante, du spirituel dans l'art. Dans ce livre, tout à fait remarquable, Kandinsky construit le concept de nécessité intérieure. Et c'est ce concept qu'il nous faut à présent décortiquer en commentant le passage ou l'un des passages les plus significatifs du livre de Kandinsky. Voilà le texte sous les yeux. Là encore, je m'épargne de le relire en sa totalité pour gagner du temps. Cette nécessité intérieure, elle naît de trois raisons mystiques, elle est formée de trois nécessités mystiques. J'ai été frappé par ce que certains d'entre vous appelleraient le hasard, que je préfère pour ma part appeler une synchronicité, mais je ne peux pas justifier ce vocable qui nous mènerait beaucoup trop loin. J'ai été frappé par une coïncidence, gardons ce terme commode, en découvrant qu'en ce moment même, au musée d'Orsay, il y a une très belle exposition qui s'intitule « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky ». Le paysage mystique. Donc trois nécessité mystique, celle qui vient du créateur lui-même, de la personnalité même du créateur, celle qui vient de l'époque, car l'artiste est enraciné dans son temps, et celle qui vient de l'universel, de l'art en général. Trois degrés de la nécessité. Si l'artiste obéissait seulement à une nécessité intérieure propre, on serait dans l'incapacité de distinguer le véritable artiste du malade mental. Je reviendrai sur cette question très fondamentale dans la troisième partie de l'exposé. À la dimension strictement individuelle, celle que Nietzsche, usant d'un terme auquel il a fréquemment recours, appelle idiosyncrasique, ce qui est propre vraiment à l'individu, ce qui est unique, à cette dimension individuelle doit s'ajouter une dimension historique et une dimension universelle. L'art est humain, il n'est pas divin. Il n'est donc pas éternel au sens religieux du terme, il est pris dans la trame de l'histoire, mais, insistons lourdement sur ce point, cela ne signifie nullement que l'artiste est prisonnier de son temps. Cela ne signifie nullement que l'artiste génial ne va toucher que ses contemporains, bien au contraire. Le grand artiste, c'est celui qui parvient précisément à dépasser son temps en s'inscrivant au cœur même de son temps. S'il peut y parvenir, c'est parce qu'une troisième dimension, qui est celle de l'universalité, qui est celle qu'on pourrait dénommer l'essence immuable de l'humain, s'exprime elle aussi dans son œuvre. On a ces trois nécessités mystiques. Quand il répond à la nécessité intérieure, l'artiste entre dans la dimension du sacré. Alors que la plupart des artistes contemporains ont cru nécessaire de libérer, entre guillemets, l'art de cette dimension qui serait aliénante, Kandinsky renoue le fil, et c'est l'un de ses grands mérites, il renoue le fil qui relie l'art d'aujourd'hui aux grandes œuvres du passé. Au fond, l'art est religieux, ou il n'est pas. Mais en fonction des époques, il est inévitable qu'on pense différemment cette notion de sacralité. Dans une époque où l'individu s'est émancipé, où la liberté de l'esprit, chère à Nietzsche, le libre esprit, Freiheit, chez Nietzsche, s'est affirmée, la sacralité de l'art plonge ses racines dans l'unicité de l'artiste créateur. Formule essentielle, tous les moyens sont sacrés s'ils sont intérieurement nécessaires, tous les moyens sont péchés, vocabulaire religieux, vous le notez encore une fois, tous les moyens sont péchés s'ils ne découlent pas de la source de la nécessité intérieure. De même qu'on a naïvement, à mon avis, cherché à gommer la dimension du sacré, on nous a répété que le beau avait cessé d'être la caractéristique de l'art. Diapo suivante. Merde à la beauté. Il est devenu trivial d'affirmer que la notion de beauté a déserté l'art contemporain. Telle n'est pas, vous l'avez compris, la thèse de Kandinsky.
dont l'un des plus grands mérites, c'est de réintroduire le sacré et la beauté dans l'art d'aujourd'hui. On le voit à travers ces trois toiles qui sont classées dans l'ordre chronologique de leur composition, 1912, 1923, la troisième est de 1925. Et beau, affirme Kandinsky, ce qui procède d'une nécessité intérieure de l'âme. La citation va apparaître. Non, elle n'apparaît pas. Et beau, ce qui est beau intérieurement. Des contresens possibles viennent entraver la compréhension de cette nécessité intérieure. Et il me faut maintenant m'attacher à dénoncer devant vous ces contresens. Il me semble qu'une grande part des paradoxes de l'esthétique d'aujourd'hui vient d'une conception erronée de la nécessité intérieure. Et pour commencer cette dernière partie, je reviens sur les relations complexes entre l'art et la pathologie. Je reviens sur la triple dimension de la nécessité intérieure selon Kandinsky. Comme nous l'avons signalé, si seule la dimension individuelle est présente, la nécessité intérieure se résume à la seule pulsion, j'emprunte ce terme aux psychologues, aux psychanalystes. Mais dans ce cas, l'artiste et le malade mental sont indifférenciables. Arrêtons-nous un instant sur le cas de Camille Claudel, chère à Monique Bourguet, qui s'est exprimée remarquablement sur ce sujet. Concernant Camille Claudel, tous les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans sa psychose, je crois que le tableau clinique est reconnu, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans sa psychose, elle déserte au fond le monde de l'art, au sens strict du terme. Si les premières sculptures de Camille Claudel appartiennent incontestablement au domaine de l'art, et même du grand art, tout ce qu'elle produit à partir de 1900, même si la date est un peu arbitraire, autour de 1900, est à ce point inséparable de sa psychose que la sculptrice perd la fonction communicationnelle, sans laquelle il n'y a plus d'art. J'ai recours ici à un outil très pertinent que nous fournit Umberto Eco, dans un livre très subtil qui permet de distinguer le génie et la folie et le génie. Ce n'est pas le livre le plus célèbre de Umberto Eco, mais c'est pourtant un livre admirable. C'est l'Opera Aperta, l'œuvre ouverte. Dans ce livre, selon Umberto Eco, l'artiste navigue entre deux écueils. Il navigue entre le Charybde de la volonté d'une communication universelle et le Scylla de la prison d'une subjectivité incommunicable. Quand l'unique priorité du créateur, c'est de communiquer universellement, de toucher le plus grand nombre, l'art s'évanouit et on hérite alors du roman Harlequin, produit industriel bien connu. A l'inverse, lorsque le créateur est seulement inspiré par ce qui existe en lui de plus éminemment subjectif, son œuvre ne peut plus nous toucher. On pratique, vous le savez depuis longtemps, l'art-thérapie. L'art-thérapie permet par exemple, et vous en avez sans doute visité comme moi, des expositions de peintures de schizophrènes qui sont tout à fait intéressantes. Les peintures des schizophrènes sont passionnantes sur un plan psychologique. Elles révèlent admirablement l'intériorité de ceux qui produisent ces peintures, mais à de rarissimes exceptions près, elles ne s'inscrivent pas dans le panthéon de la peinture, parce que précisément elles manquent ce côté communicationnel. Si l'on avance encore un peu avec Kandinsky, on va s'apercevoir que précisément la nécessité intérieure n'a rien d'égotiste. Au fond, Kandinsky apporte une pertinente réponse à ce que Kant, au XVIIIe siècle, considérait comme l'énigme de l'art, dans sa troisième critique. Kant, le philosophe des Lumières, notait, sans prétendre le résoudre, le mystère du génie, et il le pointait remarquablement. Kant constate que plus l'artiste est subjectif, unique, incomparable, avec quiconque, plus il parvient à toucher le grand public et à être universellement reconnu, même si cette reconnaissance demande parfois beaucoup de temps. On pense au malheureux Van Gogh, qui est l'exemple privilégié sur ce plan-là. Pour celui qui écrit du spirituel dans l'art, l'énigme a une solution. Pour Kandinsky, l'énigme trouve sa solution dans une conception évolutionniste de l'humanité qui était étrangère à la philosophie de Kant au XVIIIe siècle. Kandinsky illustre cette thèse par l'image du triangle. Voilà le texte qui présente cette image. Un grand triangle en trois parties inégales,
représente un bon schéma de la vie spirituelle. Plus on descend, plus les sections sont larges. Et ce triangle, et c'est important de le noter, et on va le voir sur les deux images suivantes, ce triangle est ascensionnel. Le sommet du triangle sera dépassé demain par la section suivante. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans la mode de l'anti-progressisme. Le progrès a très mauvaise presse, vous le savez, ce qui risque d'amener un grand nombre de nos contemporains à juger désuète, au fond, la conception de Kandinsky. Alors je pose la question suivante. A-t-on besoin de croire au progrès pour considérer que les hommes vivent des temporalités différentes? A-t-on besoin de croire au progrès pour se représenter les parcours humains comme des parcours nécessairement subjectifs? Donc voilà le triangle avec les flèches qui montrent qu'il est ascensionnel, et l'image suivante montre comment chaque moment de ce triangle est rejoint. Hein. Le 1 devient le 2 du deuxième triangle, et le 1 devient le 3 du troisième triangle. Je vais prendre un exemple un peu personnel, vous me le pardonnerez. L'homme de 70 ans, ouais, je vous révèle un scoop ce soir, l'homme de 70 ans que je serai dans quelques semaines, est-il en quoi que ce soit supérieur au quarantenaire que j'ai été? Merci de répondre non tous en cœur. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Il n'en reste pas moins que j'ai eu 40 ans avant d'avoir 70 ans et que je n'aurai plus jamais 40 ans. Si j'élargis cette image à l'ensemble de l'humanité, on pourra alors faire tenir à Kandinsky le discours suivant. Il existe des hommes qui rencontrent avant les autres des objets mentaux, appelons-les ainsi par commodité, qu'un nombre plus important d'humains ne côtoiera que plus tard, et que l'ensemble de l'humanité ne rencontrera que plus tard encore. La critique du progressisme à la mode aujourd'hui me semble affectée d'une grave confusion. En dénonçant toute évolution au nom de l'anti-progressisme, est-ce qu'on ne confond pas le progrès avec ce que nos physiciens appellent la flèche du temps? Affirmer que le grand artiste vit avant ses semblables des expériences décisives ne fait pas de lui un surhomme, mais simplement un être autrement positionné sur la route du temps. S'il était surhumain, personne jamais ne le rejoindrait, sinon d'autres créatures surhumaines. Alors, ce n'est pas du tout ce que dit Kandinsky, vous l'avez remarqué. Que l'humanité entière rejoigne un jour le stade où se trouve aujourd'hui le génie, montre au contraire sa totale appartenance à l'espèce. Alors j'en arrive à ma conclusion, et je voudrais vous montrer dans cette conclusion que la nécessité n'est en rien une aliénation. Grâce à la triple dimension de la nécessité intérieure, la contradiction apparente entre liberté et nécessité se volatilise. Être libre, ce n'est pas agir suivant son libre arbitre, c'est être à l'écoute de sa singularité, c'est ne dépendre que de soi-même. On a sur ce plan un philosophe majeur qui est Baruch Spinoza. Parce que Spinoza a été au XVIIe siècle l'adversaire résolu du libre arbitre cartésien, certains ont voulu faire de Spinoza un fataliste qui mériterait les mêmes dénonciations que celles que Voltaire adresse à Leibniz à travers le personnage bien connu de Pangloss dans Candide, personnage ridicule. Mais Spinoza n'est pas Leibniz. Il y a bien une liberté chez Spinoza qui s'appuie sur la connaissance et qui prend la forme de la libération. Être libre au sens de Spinoza, ce n'est pas agir suivant ses caprices. Agir suivant ses caprices, c'est subir des déterminismes que l'on ignore. Être libre, c'est se libérer des causes extérieures et agir suivant sa propre nature. Quand Nietzsche, en 1881, découvre Spinoza, tardivement, il éprouve une des plus grandes émotions intellectuelles de sa vie. Il y a une superbe lettre à Franz Overbeck du 30 juillet 1881 que je vous recommande, qui est absolument sublime. Nietzsche comprend que Spinoza est avant lui le seul philosophe, avec peut-être les stoïciens, mais il y a des points d'interrogation, le seul philosophe qui soit parvenu à réconcilier liberté et nécessité. Nous avons évoqué dans notre introduction la fantaisie nietzschéenne. Cette fantaisie culmine chez l'artiste. Elle est la plus libre, mais dans le même temps, elle est la plus nécessaire, comme est libre et nécessaire la création de l'artiste. On ne s'étonnera donc pas de la référence aux artistes qu'on trouve sous la plume de Nietzsche chaque fois qu'il évoque cette problématique. Il le fait par exemple dans un très beau passage de Par-delà bien et mal. Sur ce point, les artistes font preuve d'un flair plus subtil. Ils savent bien que là où ils ne se forcent plus mais obéissent à la nécessité,
leur sentiment de liberté, de délicatesse, de toute puissance atteint son apogée. Je vous laisse lire la suite de la citation. De nombreux paragraphes écrits par Nietzsche sont analogues à celui-là, mais aucun peut-être n'établit un lien aussi étroit entre liberté et nécessité. On pourrait ajouter à notre démonstration un ultime argument qu'on trouve développé dans un texte très rarement cité. Il m'arrive de me demander pourquoi certains textes qui me semblent majeurs ont été ignorés des commentateurs. Peut-être suis-je un commentateur un peu bizarre de Nietzsche, je vais finir par le croire. Quand nous sentons que nous faisons une chose en gardant un excédent de force, nous nous sentons libres. Nous tendons bien vers une fin, mais la fin ne nous domine pas tout entier, elle offre seulement à notre force une occasion de se donner libre cours. L'artiste, obéissant à sa liberté intérieure, cède bien sûr à une force qui le dépasse en un sens, mais il ne s'épuise pas dans cette soumission. Pourquoi? Parce que la nécessité qui s'exprime dans son geste n'est pas seulement personnelle, mais parce qu'elle relève, comme Kandinsky l'a magnifiquement compris, du sacré, et parce qu'elle véhicule une dimension cosmique. Elle n'a pas besoin de s'accaparer la totalité de l'énergie de l'artiste. Cet excédent de force donne à l'artiste accès à la joie, cette joie si merveilleusement dépeinte par Spinoza, cette joie qui culmine dans l'acte créateur, cette joie qui donne l'occasion à l'artiste de bénir la nature à laquelle il appartient par toutes les fibres de son être. De tous les humains, le grand artiste est celui qui se rapproche le plus de l'idéal nietzschéen. Il cesse d'appartenir à la foule des hommes qui prient pour rejoindre le petit nombre des hommes qui bénissent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé vraiment très brillant. Et bon anniversaire dans quelques jours. Voilà, je donne la parole maintenant à Jean Perrault qui va vous parler de l'académisme. Lorsque j'ai commencé à préparer ce sujet il y a quelques mois, j'ignorais que l'actualité allait l'illustrer. Vous savez tous que Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature en 2016. C'était une preuve d'originalité, et en tout cas beaucoup de témérité de la part de l'Académie suédoise, de choisir un artiste contestataire. Et vous avez vu la suite. Bob Dylan, au début, a dit non, j'irai jamais prendre mon prix, ça ne rentre pas dans ma personnalité. Je suis contestataire jusqu'au bout, donc je conteste cette attribution. Mais, il y avait quand même 800 000 euros. Et il s'est rendu il y a 48 heures ou 72 heures à Stockholm. Il y a eu une cérémonie très privée, il a fait un petit discours, on lui a remis le prix, et il a empoché donc le montant du prix de littérature, le prix Nobel de littérature. Tout ça pour vous montrer que l'Académie suédoise a fait preuve de témérité, a accepté des choses qui n'étaient pas académiques. Selon les dictionnaires, l'académisme est une imitation de la norme, sans apport original. Synonyme de conformisme, de traditionnalisme, ce terme qualifie en littérature un style soigné, recherché, tout autant qu'une écriture compassée, guindée. Dans le domaine des arts, il qualifie un style conventionnel dépourvu de personnalité. Cette définition péjorative attribuée à l'activité académique provient du comportement autoritaire au XIXe siècle de l'Académie des Beaux-Arts, en France, qui contrôlait le jury du salon officiel et l'enseignement de l'école parisienne du même nom. Elle organisait aussi le concours du Grand Prix de Rome en imposant les sujets et en désignant les lauréats. Les professeurs, presque tous académiciens, exigeaient l'application de règles strictes pour imiter au mieux les œuvres antiques, dont de nombreux théoriciens affirmaient que rien ne pouvait surpasser leur perfection. L'archéologue Quatremer de Quincy, ami du peintre David et du sculpteur Canova, écrivait en 1823 « Il faut rallumer le flambeau de l'Antiquité » ou encore « Les monuments de l'art et de l'Antiquité sont le fanal des artistes et des savants ». On connaît le long combat entre les précurseurs de ce qui allait s'appeler l'art moderne au siècle suivant et les artistes académiques, surtout les peintres pompiers ainsi surnommés,
pour leur propension à représenter dans la nudité antique des guerriers coiffés de casques ornés de hauts cimiers, semblables à ceux portés par les soldats du feu au XIXe siècle. Cette fascination pour un âge d'or artistique, pessimiste et décourageante pour les jeunes artistes, est un phénomène français. En effet, les académies des beaux-arts étrangères, en particulier celles d'Espagne, d'Angleterre et des pays du Nord, j'ai cité celle de la Suède, loin pour les prix Nobel, créées plus tardivement sous des régimes moins centralisateurs, ont toujours fait preuve d'une grande souplesse dans l'enseignement et la sélection des œuvres à exposer, même si le conservatisme dominait largement. Elles ont permis à des peintres audacieux d'innover, avec plus ou moins de succès, jusqu'à l'apparition des régimes totalitaires du XXe siècle. C'est aussi un phénomène tardif et limité dans le temps. En effet, la première académie de peinture et de sculpture, fondée en 1648 par la régente Anne d'Autriche, sur le modèle de l'Académie française, créée en 1634, répondait à la demande d'un groupe de peintres attributaires de commandes royales, aristocratiques et religieuses, en conflit avec la puissante confrérie des maîtres peintres et sculpteurs. Instituée en 1391, cette corporation se côtoyait des artistes, mais aussi des maçons, des stuccateurs, des décorateurs et des peintres en bâtiment, avait le monopole des expositions et de l'enseignement, qui se faisait uniquement dans les ateliers. L'apprenti devait servir le maître pendant 5 ans, puis effectuer un compagnonnage de 4 ans et enfin accomplir un chef-d'œuvre. Cette formation existe toujours dans de nombreux domaines de l'artisanat. Opposés à cet apprentissage, étouffant à leurs yeux l'instinct créatif, les membres de l'Académie de peinture et de sculpture s'inspirèrent des méthodes des académies de peinture italiennes, apparues à la fin du XVIe siècle, en particulier celle de Bologne dirigée par les Carasch. Dédiée à l'enseignement du dessin, la nouvelle institution ne comprenait au début qu'une douzaine de peintres, dont les plus connus sont François Perrier, Philippe de Champaigne, Laurent Lahire, Eustache Le Sueur, Sébastien Bourdon et Charles Lebrun. Outre la garantie d'une grande liberté dans l'exercice de leurs activités, les membres de l'Académie obtenaient la reconnaissance sociale de l'artiste, enfin distinguée de l'artisan. Boudée et méprisée par la confrérie, elle ne s'imposa qu'à partir du moment où elle fut placée sous la protection du chancelier Séguier en 1655. Elle obtint alors le monopole de l'enseignement et prit le nom d'Académie royale de peinture et sculpture. Colbert en prit le contrôle pour la mettre au service de sa politique de rayonnement du royaume en lui attribuant de nombreuses commandes. Les postes de premier peintre, de peintre ordinaire et d'inspecteur des manufactures royales furent désormais réservés aux académiciens et Lebrun, déjà en charge des décors de Versailles et de la manufacture des Gobelins, fut nommé directeur en 1663. Après avoir refusé d'être des artistes artisans, les artistes académiciens devinrent des artistes courtisans aux ordres du pouvoir. Le nombre des académiciens n'étant pas limité, le recrutement se fit sans restriction, hormis celle du talent et de la moralité, ce qui permit d'attirer tous les bons peintres et sculpteurs. Pour leur admission, les artistes devaient présenter un morceau d'agrément afin de démontrer leur capacité, puis, dans un délai de 3 ans, un second ouvrage, appelé morceau de réception en vue de leur admission définitive. Contrairement à l'Académie française, les femmes pouvaient y siéger. Ce fut le cas en 1673 d'Élisabeth Sophie Chéron, peintre, poète et musicienne, tenue pour beaucoup comme la meilleure artiste de son époque. Au total, 17 femmes firent partir de l'Académie. Des théoriciens, des artistes étrangers furent acceptés, ainsi que des graveurs. Lors de sa dissolution en 1793, il y avait 90 membres. La formation des élèves reposait sur l'apprentissage du dessin et l'étude de la figure humaine. Les matières dispensées étaient l'anatomie par un chirurgien, à l'aide de gravures, de représentations d'écorchés, dont le plus célèbre est celui de Houdon, en 1760, la géométrie par un mathématicien géomètre, et la perspective à partir de traités d'optique récents. La technique de la peinture à l'huile était enseignée aux élèves dans des ateliers privés. Les académiciens prônaient l'imitation de l'art grec classique et des grands maîtres de la deuxième Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien, l'art étant cosa mentale, c'est-à-dire pure conception de l'esprit, l'artiste devait s'inspirer de la nature
pour créer un monde original, entretenant avec le cosmos des rapports d'imitation ou de représentation. Les deux traductions possibles du mot grec mimesis. Cependant, ils ne cessèrent de mettre en garde les élèves contre tout ce qui pouvait faire d'eux de simples copistes de manière, c'est-à-dire des peintres et des sculpteurs se contentant de suivre des modèles sans les avoir compris, au lieu d'exprimer leur tempérament personnel, ce qu'on appelait à l'époque le génie. En 1666, une académie de France à Rome, hébergée dans le palais Mancini sur le Corso, fut créée pour parfaire la formation d'une élite d'artistes sélectionnés par concours. Cette institution au service de la politique de prestige de Louis XIV reçut des instructions précises pour que les élèves dessinent tout ce qu'il y a de beau à Rome en statues, bustes, vases antiques et tableaux afin d'enrichir les collections royales. À partir de 1667, les académiciens et les candidats au prix de Rome purent montrer leurs œuvres au public au cours d'une exposition annuelle organisée dans la Grande Galerie du Louvre avec publication d'un catalogue. Son installation dans le Salon Carré du Louvre à partir de 1755 explique l'utilisation ensuite du terme salon pour les grandes expositions. Dès le début, Colbert demanda à l'Académie royale de peinture et sculpture d'élaborer dans l'esprit du classicisme les règles d'un art spécifiquement français pour résister au baroque qui se répandait rapidement en Europe. Devenu un lieu de réflexion, l'Académie organisa des débats sur des questions théoriques pour affirmer le caractère libéral des beaux-arts, dégager des règles artisanales et non plus sur les recettes du métier ou le tour de main des artistes. Les statuts de l'Académie exigeaient que les décisions ne soient acceptées qu'après avoir été librement discutées et chacun était tenu de justifier ses positions, ses éloges ou ses critiques. Durant presque un siècle et demi, l'élaboration des doctrines et les commentaires d'œuvres du passé donnèrent lieu à des discussions nommées conférences, souvent passionnées, dont l'éclat intellectuel contribua à l'affirmation du nouveau statut de l'artiste. Dans les débats, un important clivage apparut à la fin du XVIIe siècle entre les poussinistes, partisans du dessin, et les rubénistes, partisans du coloris, c'est-à-dire l'harmonisation des couleurs entre elles. Pour le poussiniste Lebrun, le dessin s'adressait à l'intelligence, alors que la couleur interpellait les sens, le toucher autant que la vue. Le dessin intellectualisait l'art de la peinture, car il était la trace d'une figure idéale située dans la pensée de l'artiste, alors que la couleur dépendait trop de la matière, étant à l'époque issue de pigments broyés, puis liés au sein des ateliers. Pour lui, les broyeurs seraient au même rang que les peintres si le dessin en faisait la différence. En revanche, le rubéniste Roger de Pile, peintre, collectionneur et surtout expert renommé, réclamait une peinture coloriste capable de susciter une émotion pour capter le spectateur sans que celui-ci en ait conscience. Sensible et sensuelle, cette nouvelle peinture devait bouleverser, plaire et non seulement délivrer un discours pour instruire et élever les esprits. Le débat des poussinistes et des rubénistes à l'époque mettait aussi en évidence l'opposition entre le rendu et le faire, c'est-à-dire la peinture lisse et impersonnelle, résultat d'une superposition de couches fines et glacées, telles que l'a pratiquaient les suiveurs de Poussin, soucieux de rendre avec une grande fidélité ce qu'ils voyaient ou concevaient. Et une peinture permettant aux peintres de montrer le brio de leur pinceau avec une certaine spontanéité. Celle-ci mettait en valeur le génie propre de l'artiste qui ne pouvait plus être réduit à son habileté à imiter. Admis à l'Académie en 1699, Roger de Pile eut une grande influence auprès des jeunes peintres, souvent admiratifs des artistes flamands, mais aussi sur les amateurs qui éprouvaient plus de plaisir à regarder les œuvres qu'à les déchiffrer. En demandant un décor adapté au confort de leurs hôtels particuliers, les commanditaires, aristocrates et bourgeois à la recherche d'un plaisir esthétique, ouvraient la voie au raffinement coloré du rococo. Le duc de Richelieu céda ses peintures de Poussin pour se constituer une collection de tableaux de Rubens, et Lebrun lui-même, à la fin de sa vie, devint coloriste, comme le montre son extraordinaire Chute des anges rebelles. Cette querelle du coloris se poursuivit au XIXe siècle à travers la rivalité entre Ingres et Delacroix. Elle portait en germe
le conflit à venir entre les défenseurs d'une peinture qui raconte une histoire, ce que les peintres pompiers ont fait tout au long du siècle avec un superbe métier, et la peinture centrée sur elle-même, source d'expériences nouvelles et d'émotions esthétiques que de nombreux mouvements tenteront d'imposer dès la fin du XIXe siècle. L'Académie royale de peinture et de sculpture, par son enseignement et ses débats esthétiques, servit de modèle à l'Europe entière. Elle incita même des académies plus anciennes, comme l'Accademia di San Luca à Rome, à se réformer. En France, des académies provinciales se créèrent pour dispenser un enseignement calqué sur celui de Paris. Fondée en 1753, par exemple, l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille contribua au succès des coloristes en faisant remonter vers son aîné une peinture claire et lumineuse. Sous Louis XV, l'État demanda aux artistes de glorifier le pouvoir, comme le montre l'importante commande royale attribuée à l'académicien Joseph Vernet pour décrire les ports de France, qu'il traita de manière très classique. Puis, un nouveau style, inspiré des sculptures antiques découvertes à Pompéi et Herculanum, le néoclassicisme, devint peu à peu à la mode après 1770. Fondé sur la précision du dessin et l'équilibre de la composition, il réclamait des thèmes sérieux pour remplacer les polissonneries de Boucher et Fragonard. Dans sa volonté de lutter contre la dégradation des mœurs, l'administration des beaux-arts demanda aux artistes la glorification des grandes figures nationales, l'exemplarité des nobles sentiments, la mise en valeur de l'abnégation des héros. Et curieusement, les sujets imposés étaient souvent tirés de la Rome républicaine. Pour la glorification des vertus antiques, l'enseignement académique imposa des règles austères, tant dans la composition des œuvres que dans le choix des scènes historiques à représenter. Les peintres devinrent des érudits, en se livrant à des recherches historiques et documentaires poussées pour décrire sans erreur les architectures, le mobilier, les vêtements et les armes des héros dont les exploits étaient décrits avec minutie. Jacques-Louis David, parent du peintre François Boucher, formé dans l'esprit du rococo, ne comprit pas cette évolution et échoua 3 fois au concours du Grand Prix de Rome, avant de se rendre compte que l'adoption du nouveau style était la condition imposée par l'Académie pour faire une carrière officielle. Lauréat en 1774, il séjourna 4 ans à Rome et à son retour, il s'imposa comme le premier des grands peintres néoclassiques avec ses peintures célébrant le sens de l'honneur des héros de l'Antiquité. En marge de sa production académique, il continua toutefois à peindre dans le style rococo des œuvres plus légères destinées à une clientèle privée. Au début de la Révolution, David contribua avec acharnement à la suppression des académies et obtint l'admission libre au salon officiel, ce qui se traduisit rapidement par l'exposition d'une multitude de croûtes. La nécessité de recréer un enseignement de qualité s'imposa, d'autant plus que les peintres capables de glorifier dignement le pouvoir n'étaient plus très nombreux. Pour regrouper les académies refondées progressivement, l'Institut de France fut créé en 1795, l'Académie des Beaux-Arts renaît et prend sa forme actuelle en 1816 avec sa réunion à l'Académie de musique et à l'Académie d'architecture. Tout en organisant un art officiel pour glorifier son règne, Napoléon laissa une grande liberté aux artistes et les commandes officielles furent attribuées aussi bien à David qu'à ses rivaux, Regnault, Guérin, Prudhon, dont les styles étaient fort divers. Le grand souffle de liberté de la Révolution se maintint dans les arts sous la Restauration. Les artistes les plus audacieux, Géricault et Delacroix entre autres, obtinrent des récompenses au salon officiel et des achats de l'État. Consacrant la prédominance de la couleur dans des compositions agitées, le mouvement romantique finit par susciter une crispation de l'Académie des Beaux-Arts. Rassemblant les personnalités les plus conservatrices de l'époque, obsédée par la perfection du dessin et de la composition, ainsi que par l'exactitude historique, elle devint intolérante et rejeta désormais toute innovation, mettant en cause la perfection classique. Même Ingres, pour qui le dessin était la probité de l'art, fut violemment critiqué lorsqu'il se permit quelques fantaisies anatomiques. Et Delacroix, le meilleur fresquiste de son époque, attributaire de nombreuses commandes de l'État pour d'immenses décors plafonnants,
ne sera élu à l'Académie qu'après 7 tentatives. Les artistes s'affranchissant des critères académiques se voient interdire l'accès du salon officiel, le seul moyen à l'époque de se faire connaître. C'est le cas des romantiques dans les années 1830, puis des réalistes qui décrivent le réel, qui ne se lavent pas tous les jours, dans des scènes non idéalisées, des impressionnistes dont la peinture en quête d'instantanéité présente un caractère d'ébauche, des post-impressionnistes qui refusent en bloc l'art issu de la Renaissance, et des néo-impressionnistes qui inventent une autre manière de peindre. Écartant les bras pour empêcher le président de la République d'entrer dans la salle du Grand Palais réservée aux peintres impressionnistes lors de l'inauguration de l'exposition de peinture organisée au sein de l'exposition universelle de 1900, le peintre académicien Jean-Léon Gérôme s'écrie « Arrêtez, Monsieur le Président, c'est le déshonneur de la France ». Devenue dans le domaine artistique un puissant pouvoir autonome, l'Académie des Beaux-Arts irrite souvent l'État. Napoléon III organise en 1863 un salon des refusés pour montrer plus d'1 millier d'œuvres rejetées par le jury du salon officiel. Et plus tard, les responsables de l'administration des Beaux-Arts, sous le Front populaire, firent entrer une multitude d'œuvres modernes dans les collections nationales, malgré l'opposition de l'Institut. Toutefois, le grand public et la plupart des collectionneurs ou conservateurs de musées restent fidèles à la figuration et au fini de l'œuvre achevée, exigée par l'académisme, en dépit d'un marché de l'art dynamique, animé par des marchands et des galeries audacieuses, des critiques d'art cultivés, une presse spécialisée de qualité. Les grandes commandes de la République, autant à Paris qu'en province, restent l'apanage des artistes lauréats du Grand Prix de Rome, qui œuvrent dans un classicisme parfois paré d'une modernité décorative superficielle. Après 1968, avec la profonde réforme du système des beaux-arts et de l'enseignement à l'École nationale supérieure des beaux-arts par André Malraux, le monopole de l'Académie des beaux-arts dans l'attribution des commandes publiques et l'organisation de l'enseignement artistique officiel disparaît définitivement. Peu à peu, en réaction contre la prépondérance des œuvres américaines et la médiocrité de l'académisme soviétique, les académiciens acceptent de prendre en compte l'art de leur temps. Sont alors élus des peintres figuratifs et abstraits, des musiciens, des architectes, des photographes, des cinéastes, des acteurs, des mécènes. L'Académie des Beaux-Arts actuelle montre qu'une institution académique peut, sans renier son passé, soutenir l'art de son époque en participant à sa façon par des prix et des encouragements au développement de la création artistique. Modestement, c'est ce que l'Académie du Var, membre de la Conférence nationale des académies, comme nous l'a rappelé notre présidente, donc sous l'égide de l'Institut, fait depuis plusieurs années avec son salon d'art qui se tient en ce moment, qui se tient en ce moment dans cette maison communale et que vous aurez le plaisir de découvrir si vous le souhaitez tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, pour ces 3 siècles de panorama de peinture française, faite avec beaucoup de brio. Vous avez maintenant 10 minutes de pause, et donc nous reprenons la séance dans 10 minutes. Il est 7 heures, donc nous reprenons la séance à 7h10. Et ensuite... Monsieur le Président, Messieurs les Présidents honoraires, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, en ces premières décennies du XXIe siècle que nous vivons, nous avons une pleine conscience que la liberté de l'artiste est une nécessité politique. En effet, il existe une recommandation émise par l'ONU le 27 octobre 1980, intitulée « La condition sociale de l'artiste ». Il est recommandé aux États membres que, je cite, « En vertu du rôle essentiel de l'art dans la vie et le développement de la personne et de la société, les États membres se doivent en conséquence de protéger, défendre et aider les artistes et leur liberté de création. À cet effet, ils prendront toutes mesures utiles pour stimuler la création artistique
et l'éclosion des talents, notamment par l'adoption de mesures susceptibles d'assurer la liberté de l'artiste. Faute de quoi, celui-ci ne saurait répondre à sa mission. Cette prise de conscience par les États membres de l'ONU en 1980 provient de l'analyse rétrospective réalisée par les pays occidentaux après les traumatismes meurtriers de la première moitié du XXe siècle. Cette période troublée par 2 guerres mondiales, à la fois cause et conséquence de la montée du nationalisme et de l'utilisation des nouvelles techniques de communication dans un cadre idéologique, est marquée par l'existence de régimes totalitaires. La première image sur cette diapositive montre la puissance de la propagande et de l'idéologie. Cette photographie a été réalisée dans le camp de réfugiés russes à Kreis, près de Bergerac, dans le Périgord. Il s'agit d'un ressortissant soviétique qui peint en France, en 1945, un portrait de Staline en surimposition sur celui de Lénine. La profusion des images autour d'un chef politique, ce culte de la personnalité, est déjà un symbole fort des besoins d'un art officiel, développé par les régimes totalitaires dans la première moitié du XXe siècle. Le régime russe, entre 1917 et 1954, c'est-à-dire entre la première révolution russe, dont nous commémorons cette année le centenaire, jusqu'à l'année qui suit la mort de Staline, advenue en 1953, est un exemple frappant de la complexité du rapport entre le monde politique et le monde artistique. Cette thématique sera présentée de manière chronologique et mon discours se concentrera surtout sur l'art de la peinture et celui de l'architecture. La première partie, de 1917 à 1924, comprend 2 révolutions, une guerre civile et une nouvelle constitution. En effet, le régime autocratique du tsar est renversé, permettant aux révolutionnaires russes de prendre le contrôle de Pétrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg. Progressivement, le parti bolchevique et Lénine s'imposent, créant la République socialiste fédérative de Russie. L'art dans la Révolution doit répondre alors à 2 nécessités politiques. La formation du peuple d'une part, et l'exaltation d'un nouveau monde d'autre part. Voyons d'abord comment former les artistes et développer une conscience artistique pour le peuple. Notre exemple concerne l'évolution d'une collection d'œuvres d'art occidentales et avant-gardistes européennes, celle de Sergueï Ivanovitch Chouchkine. Cette collection a fait l'objet d'une exposition récente à la Fondation Vuitton, telle qu'indiquée sur la photographie de gauche. En 1918, du vivant même de son propriétaire en exil, le Conseil des commissaires du peuple, dirigé par Lénine, signe un décret de nationalisation de la collection. Il s'agit du document de droite sur la diapositive. Pour en apprendre davantage sur cette collection, je vous invite à assister à la conférence de notre consoeur Michel Anne Pilet, qui le réalisera le 11 mai prochain. En effet, vous verrez à cette occasion des tableaux qui sont signés de grands noms comme Cézanne, Marquet, Monet, Gauguin, Matisse ou encore Picasso. Cet art occidental est alors considéré en 1918, comme je cite le décret, la propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie, considérant que, par sa très grande valeur artistique, elle présente en manière d'éducation populaire un intérêt national. Ainsi, la collection devient le musée de la peinture occidentale moderne et ouvre ses portes en 1920. La fille de Sergueï Chouchkine, Ekaterina, en sera la première conservateur jusqu'en 1922, date à laquelle elle s'exile et vient vivre ici dans sa villa au Lavandou. La seconde fonction de l'art est celle d'exalter un monde nouveau, celui de la Révolution. En octobre 1917, les avant-gardes russes se méfient dans un premier temps de la tournure politique de la Révolution, puis se rendent compte, dans un second temps, que la Révolution est l'occasion d'exprimer de nouvelles formes d'art. Voici la formule utilisée dans leur manifeste. L'art est libre. La création est libre. L'homme né pour l'art et la création est libre. Or, Lénine note une autre définition de la liberté. Il aurait dit « Le peuple n'a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise. Le peuple veut exercer le pouvoir, la liberté. Que voulez-vous qu'il en fasse ?» Dans cette prise de position contre la liberté, symbole de bourgeoisie, de capitalisme, dont la définition est relativement floue dans ces 2 cas, là, les artistes se situent donc dans une situation très ambiguë. Nous allons étudier 2 figures emblématiques de cette période de transition de 1917 à 1924, à savoir Kazimir Malevich et Ivan Klim. À gauche, le carré noir de Kazimir Malevich fait partie d'une série de monochromes, même si, avec ses marges blanches, il n'est pas monochrome,
et en plus, il n'est pas carré. Il se trouve actuellement dans les réserves de la galerie Tretiakov à Moscou, d'où il n'est pas sorti depuis 1929. Il existe plusieurs versions de ce carré noir, qui n'est pas seulement une idée simple, mais qui représente aussi un système, celui du contexte révolutionnaire. La révolution apparaît comme une nouvelle étape vers une grande vérité et une sensation pure. À droite, la peinture de Ivan Kloun correspond à un manifeste en lien avec le courant artistique de Malevitch appelé suprématisme. Il s'agit d'appliquer la philosophie nihiliste russe à l'art et de revenir à une pure sensibilité picturale. Il s'agit d'une abstraction totale, où la peinture est complètement détachée de la réalité extérieure. Ces artistes avant-gardistes ne sont progressivement plus intégrés dans les sentiments artistiques du parti. Et le discours officiel va progressivement tenir l'abstraction comme une peinture bourgeoise. Abstraction, cubisme, futurisme seront les courants artistiques délaissés, voire frappés d'opprobre à partir des années 30. Dans la première phase de construction du nouvel État russe, nous avons vu toute l'ambiguïté régnante entre la liberté de création, grâce à l'espoir que fait naître un monde nouveau, et toute la répression qui peut s'exercer envers un art qui ne semble pas accessible intellectuellement au peuple et ne nourrit pas les exigences du parti. Nous arrivons à notre seconde phase, de 1924 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Staline prend, de manière autoritaire, le pouvoir en Russie. Il commence en 1934 les grandes purges. En 1936 s'ouvrent les grands procès de Moscou, accusant de sabotage et de meurtre les proches collaborateurs de Lénine. Sous cette grande terreur, la liberté de l'artiste s'en compromise, car le parti souhaite une adéquation entre la création artistique et les exigences politiques. Le premier à initier ce mouvement est le poète Maïakovski, dont vous voyez le buste en haut à droite de la diapositive. Appelé par Staline le poète de la Révolution, Maïakovski prône un art prolétarien, c'est-à-dire un art qui montre un homme fort, nouveau, industrieux, sportif et heureux. En avril 1932 est proclamé un décret sur la restructuration de la vie littéraire et artistique qui abolit toutes les organisations d'artistes. Et comme l'a rappelé en introduction Madame Monique Bourguet, également, ils vont abolir la liberté d'expression. En échange est créé le prix de Staline, récompense donnée dans tous les domaines, donc inclus le domaine artistique. Vous pouvez admirer en bas à gauche de cette peinture, appelée, en bas à gauche de la diapositive, cette peinture appelée Staline et Vorochilov au Kremlin. Alors Vorochilov est maréchal de l'Union soviétique en 1935, et au moment de la peinture en 1938, il a modernisé l'armée rouge, c'est-à-dire qu'il a éliminé les 3/5 des maréchaux soviétiques et un tiers des officiers. Cette peinture d'Alexandre Gerasimov obtient le prix Staline en 1938. Gerasimov se félicitait officiellement, et cette peinture s'en ressent, que les ennemis du peuple, la pègre boirino-trotskiste, les agents fascistes, aient été neutralisés, car l'atmosphère de la création avait ainsi été assainie de manière à générer un nouvel élan d'enthousiasme chez les artistes. Ces purges ont permis, d'après Gerasimov, de redonner une pleine liberté artistique. On connaît également Alexandre Gerasimov pour les fresques du foyer du théâtre de l'Armée rouge à Moscou, où les dirigeants apparaissent comme sereins et l'avenir de l'État semble entre de bonnes mains. L'art officiel russe devient alors le réalisme socialiste, l'œuvre qui représente le mieux ce courant artistique à l'étranger, et cette sculpture de Vera Moukiana, qui représente une kolkhosienne, donc la paysanne soviétique avec sa faucille, et l'ouvrier avec son marteau. Il symbolise les deux branches du prolétariat, industriel et paysan. La dynamique révolutionnaire se lit dans le mouvement. Les personnages semblent avancer et tendent leurs bras au ciel en symbole d'avenir, d'optimisme et de prospérité. Ils sont jeunes, musclés, puissants, dans un élan de conquête du monde. La monumentalité de la sculpture, elle fait 25 mètres de haut et 80 tonnes, et le matériau en acier inoxydable, donc il résiste au temps, renforce cette image de la puissance de l'URSS. Cette statue est une commande de l'État soviétique pour le pavillon russe à l'Exposition internationale de Paris en 1937, et elle est toujours visible actuellement à Moscou. L'une des caractéristiques principales de cet art officiel et de propagande, appelé le réalisme socialiste, tient dans le refus de toute polysémie ou complexité dans la représentation. Il naît en 1934 et restera l'art officiel du parti et de l'État russe jusqu'en 1989. L'œuvre d'Isaac Brodsky est également symptomatique des valeurs du communisme et présente tous les thèmes stalinistes. Un portrait de Staline,
les masses populaires en lutte dans les usines, ou encore la puissance de l'homme au travail. Sa peinture répond pleinement aux critères de ses commanditaires, même si les couleurs qu'il utilise rappellent un peu son premier style Art Nouveau. Isaac Brodsky entre à l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire en 1924 et devient directeur de la section de Leningrad. Il en est exclu à la suite d'une vague de radicalisme en 1929. Plusieurs de ses tableaux sont détruits, au gré des condamnations politiques de l'époque de Staline, mais il est sauvé grâce à ses relations politiques et devient en 1934 recteur de l'Académie russe des beaux-arts. Cet artiste nous intéresse plus particulièrement parce que même s'il réalise des peintures selon les obligations des commandes de l'État, il a aidé dans sa vie privée grâce à ses relations les artistes qu'il avait connus dans sa jeunesse, c'est-à-dire ceux de l'avant-garde russe, marginalisés et persécutés. De plus, Isaac Brodsky était un collectionneur d'art et sa propre collection de tableaux ne reflète pas du tout le goût du réalisme socialiste. Malgré la terreur, la Russie est encore capable d'innovation picturale universelle. Parmi ces artistes d'avant-garde russes encore actifs en Russie dans les années 30, je pense à Lyudnov Popova, Alexandre Rodchenko ou Vladimir Tatlin, que le collectionneur Georges Kostakis va rencontrer dans les années 30 et 40 à Moscou. Environ 200 œuvres de ce collectionneur Georges Kostakis avaient été exposées à Paris en 2009 au musée Mayol et avaient permis de constater qu'au cœur de l'URSS stalinienne, une belle collection de peintures russes a pu voir le jour. Georges Kostakis était chauffeur d'ambassade à Moscou et fréquentait, grâce à ses passagers, les antiquaires et les brocanteurs. Progressivement, il fait l'acquisition de toiles d'avant-gardistes russes qui ne valaient pas bien cher, et dès 1947, il va même acheter des œuvres directement à ces artistes qui sont en dehors du circuit de l'art officiel russe. Ainsi, l'œuvre de Rodchenko, appelée Rythme expressif, que vous pouvez admirer sur cette diapositive, rappelle le travail de son contemporain américain Jackson Pollock. Or, cette peinture est réalisée en 1944, alors que Rodchenko n'a jamais quitté la Russie. Rodchenko est en effet un artiste proche du constructivisme et il est également connu pour ses collages. Il se consacre très tôt, vers 1930, à la photographie, comme celle que vous voyez en bas à gauche. Et il publie des albums à la gloire de l'Union soviétique, ce qui n'empêchera pas de continuer à peindre à titre privé, selon ses propres envies. Les commandes de l'État à la définition d'un art officiel n'a par conséquent pas complètement éliminé la volonté d'expression des artistes et leur liberté à concevoir des peintures selon leurs envies, malgré la marginalisation de leurs œuvres et les risques encourus pour leur vie. Voyons maintenant ce qu'il en est dans l'architecture russe. En architecture également, les choix artistiques se différencient entre 1920 et 1930. Dans les années 20, il existe des architectes qui laissent libre cours à l'innovation, comme le moderniste Konstantin Melnikov, dont la maison et le studio sont construits entre 1927 et 1929. Cette maison a longtemps été considérée, par l'environnement architectural russe, comme une aberration excentrique. Il s'agit d'un modèle expérimental reproductible, sans aucune colonne de support interne. Sa maison a été rénovée et elle est ouverte au public depuis 2014. Konstantin Melnikov, refusant à partir de 1930 de se conformer à l'architecture stalinienne, se retire et travaille comme portraitiste et enseignant. L'idée de la rationalisation du pays prônée par l'autorité stalinienne vise à une reconstruction des villes, avec notamment le nouveau plan urbain de Moscou en 1935. En effet, dès 1930, une résolution réfute les utopies et fait le choix du gigantisme et d'un corpus géométrique contre le constructivisme et les autres éclectines des organisations d'architecture formaliste. Ilya Golosov créa son propre style post-constructiviste après 1932. Il s'agit d'adapter le style classique commandé par l'État avec ses conceptions romantiques symboliques. Il utilise ainsi des sections carrées et des chapiteaux rectangulaires, comme sur la façade de cet immeuble de logement boulevard Yoski à Moscou. C'est la photographie en haut à gauche. On remarque aussi cette volonté de grand alignement que l'on appelle le façadisme ou le décorativisme, qui s'applique dans les monuments publics comme les logements sociaux. Quant à Kretschov, sur la seconde photographie, son bâtiment reçut un prix à l'Exposition universelle de Paris en 1937. Il y a un aspect très formel et peu novateur qui est critiqué dans ce réalisme socialiste des années 30. L'architecte américain Frank Lloyd Wright, en 1937, au retour du congrès des architectes russes auquel il avait assisté,
écrit dans la revue The Architectural Record, « Quelle terrible pauvreté de construction derrière ces bâtardises ». Une dernière diapositive vous présente une troisième phase de l'art soviétique, la période qui suit la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'architecture change d'échelle. Les édifices sont plus hauts, composés en gratte-ciel et en gradins. Ce choix s'intègre dans la volonté politique de développer un style plus vertical, en rapport avec les tours du Kremlin et les églises de Moscou. Il s'agit également pour Staline de rivaliser avec les États-Unis, qui avaient réalisé dans l'entre-deux-guerres des gratte-ciel pyramidaux à étages en retrait. Ainsi, il existe encore aujourd'hui à Moscou 7 gratte-ciel staliniens, présentés sur cette diapositive. Leur agencement côte à côte, qui permet de les comparer facilement, a été réalisé par le blogueur Sergei Slikin. Ces bâtiments sont surtout localisés en première périphérie de Moscou. Il s'agit du ministère des Affaires étrangères, sur la place Smolenkaya, de l'hôtel Leningradskaya, d'un immeuble d'habitation sur la place Krudinskaya, de l'hôtel Ukraine appelé aussi Radisson Hotel, Royal Hotel, la tour du ministère soviétique de l'industrie lourde, un immeuble sur le quai Kotelnitskaya et le bâtiment principal de l'université Lomonosov de Moscou. L'ensemble de ces bâtiments, qui présentent une cohérence de construction évidente, date des années 1948-1953. Ce style sera ainsi exporté dans tous les pays de l'Union soviétique. En conclusion, un régime totalitaire comme celui de la Russie utilise les images comme moyen de propagande et de suivi idéologique. L'innovation artistique du début de la Révolution russe a progressivement été ressentie comme un contre-pouvoir possible, et à partir des années 30, un changement de régime en faveur de Staline va durcir la politique du parti à l'égard de l'art. L'image de cette diapositive est une réponse opposée, par sa violence destructive des portraits des dirigeants du parti, à la toute première image de la conférence. Les commandes officielles réclament un style qui correspond désormais aux valeurs du communisme. Simplicité, gigantisme, dynamisme et puissance. Le réalisme socialiste, même s'il est l'art d'État, n'est pas pleinement défini, car la volonté et la subjectivité de Staline peut influencer certains choix esthétiques et la durabilité des œuvres, comme la vie de leurs auteurs. Les artistes connaissent une forte pression psychologique liée à l'appréciation de Staline et risquent leur vie en fonction de leurs choix esthétiques et techniques. Plusieurs anciens avant-gardistes ont pu toutefois continuer à produire des œuvres en dehors du régime, tout en restant à Moscou. Et les contraintes du parti ont pu mettre en évidence un style, au moins en architecture, qui a reçu des prix aux expositions universelles, montrant des qualités techniques irréfutables des grands architectes russes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Claire pour ce bel exposé. La parole maintenant est donnée à Henri Héru, un artiste, pour faire part de sa propre liberté, telle qu'il entend. Henri, c'est à vous. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents honoraires, Mesdames et Messieurs, je voulais remercier chaleureusement l'ami Louis Imbert pour la réalisation et l'iconographie de ce visuel, et Jean Perrault et Louis pour ce qu'ils ont fait depuis plus de 10 ans de ce salon d'art, un lieu de rencontre ouvert et de qualité. Abstraction, suprême liberté, chaotique, oscillant, stable. Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne trouveras rien, Héraclite. Je considérais les actions et les appétits humains de même que s'il était question de lignes, de plans ou de corps, Spinoza. Vivre, c'est défendre une forme, Hölderlin. Si j'avais à me résumer d'un mot, ce serait par le mot volonté. Volonté de vivre, volonté de ne pas accepter un destin tragique imposé par l'histoire, volonté de sublimer le temps des catastrophes par l'art. L'artiste est celui qui trouve son chemin par ses formes et s'en fait une langue. Incroyable langue qui se parle entre tête et ventre. L'art, c'est notre peau. L'être humain n'a pas trouvé mieux pour faire connaître à son prochain ce qu'il était.
ce qu'il avait dans le ventre, une connaissance intime et immédiate, que de faire des dessins, des phrases, des pas de danse, des notes de musique, afin de donner à nos pulsions et nos remous une langue unique. Itinéraire d'un enfant de la ville qui rêve de liberté et d'espace à conquérir place de la Bastille à Paris. C'est vers l'âge de 12 ans que je devins, malgré mon âge, un lecteur solitaire d'une bibliothèque, d'une grande partie des pièces de Shakespeare. Au même âge, j'étais, grâce à mon oncle, un visiteur assidu du musée du Louvre. Peintre amateur du dimanche, il me fit découvrir le Sacre de Napoléon, de David, dont il était un fervent admirateur. Sur le parcours, j'admirais les Chardin, Poussin, Lorrain, les Lenain, Georges de la Tour, Rembrandt, Vermeer, Zurbarán, Goya et Vinci, et les primitifs italiens. Passionné de mime, j'imitais déjà devant mes petits camarades de vacances un peintre gestuel, agité, qui terminait sa toile changeant son pinceau en épée. Sa toile devenait un adversaire imaginaire ou, pire, le théâtre imagé d'un duel intérieur. Il m'est resté beaucoup de choses de cette période adolescente. Cette trame, on le verra, sera fondatrice de mon expression et de mon élan vital. C'est au cours d'un voyage de jeunesse en Norvège que je découvris en vitrine la reproduction d'une toile de Cézanne. Je demandai alors à ma mère de m'offrir 2 livres, l'un de Cézanne, L'extime, lié à la nature, l'autre de Bosch, L'intime, l'inconscient humain. À partir de ce moment-là, mes maîtres en modernité furent Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Ils décideront et ancreront ma passion de peintre à venir, qui m'anime encore jusqu'à aujourd'hui. Malraux disait qu'un jeune artiste ne devient pas peintre en regardant un coucher de soleil, mais en découvrant les œuvres d'artistes qui l'ont précédé dans les musées. Il disait aussi que l'art est un antidestin. À partir de cet instant, la peinture n'était pas pour moi quelque chose d'anodin, de divertissant, mais un grave défi existentiel. Dès mes premiers travaux, j'étais attiré par l'abstraction. Un critique sensible à mes débuts me conseilla de dessiner avant toute chose, ce que je fis très attiré par les dessins qui ont trait au corps. L'art abstrait n'est pas un raccourci de la réalité, mais son bâti invisible, sa structure stylisée, souvent symbolique. Ces formes architectoniques, comme ces signes, doivent leur légitimité dès la naissance de l'art à Lascaux, placés là conjointement aux animaux représentés dans la caverne, comme on a pu le voir précédemment. Il y a 17 000 ans, ces figurines intelligibles dont parle Georges Bataille ouvrent à l'intelligence vers l'écriture, la géométrie et l'architecture. Dans mon travail, les traits, les signes, les plantes sont nourris de rapports contrastés, d'affects, transmis par des valeurs ou des couleurs qui passent par des points d'appui sensibles, soutiennent l'équilibre intérieur de l'œuvre. Créer pour moi, c'est explorer la pulsion et la perception de la sensation, aller du champ sensoriel à l'espace psychique. J'ai en écho la phrase de René Char, « Comment vivre sans l'inconnu devant soi ?» Ma conviction après des années de pratique est qu'il ne saurait y avoir d'art sans liberté, d'esthétisme sans éthique, éthique, d'où sans doute la verticalité de ma création. Séquences. Les séquences sont à la source de mon travail, même le plus récent. Elles s'élaborent à la suite d'un accident de parcours dans ma création. Après bien des efforts sur une gouache, support papier, je m'aperçus que rien ne tenait, manque de centre et de structure. Je la déchirais en plusieurs morceaux. Vus du dessus, en surplomb, à terre, les fragments retrouvaient une autre histoire, se mettaient en mouvement, se libéraient d'une masse. Grand amateur de bande dessinée, lorsque j'étais jeune, l'idée me vint de les recadrer et de positionner leur agencement, ensuite, plan par plan, d'ombre et de lumière. Entre 2 champs explorés, un blanc, un vide secret, permettant de mettre l'ensemble en mouvement. Cette bande dessinée abstraite, déjà du noir et blanc à la couleur, influença, structurera mes couplages pour la Biennale de Venise. Couplage. Ce sont de grandes œuvres où s'agencent 2 parties séparément, mais en vue de l'unité ultérieure et qui, par un jeu de fentes, s'allient ensuite de telle façon qu'un fragment sera toujours caché, à jamais secret, puisqu'une part de l'une recouvrira l'autre. En forme de base, le grand carré sur la pointe se retrouve marié à la bande verticale qui la traverse.
Comme on le voit sur la photo, je bâtis à l'aide d'un zip collant la structure en partageant la surface. Elle sera recouverte de toute une suite de gestes matière, amples, pulsionnels, comme opposés au dessin des lignes matrices conceptuelles. Le but, analyser la perception, les déplacements de tons chauds, les bruns, et des tons froids, les bleus, émancipés du tableau classique en réinventant chaque forme. Dans ces formes définies au préalable, puis assemblées par fente et collage, le 2 se différencie et s'unifie à la fois par des actes multiples d'instants concentrés. Le geste dans la peinture contemporaine eut son élan libérateur de part et d'autre de l'Atlantique, dans les années de l'après-guerre, ici en France, lyrique, expressionniste aux États-Unis. Ce fut un mouvement de recherche qui fonde physiquement l'acte de peindre, de ce qui ancre la peinture dans le corps. Il en acte sa présence. Ainsi, chez moi, la figure humaine, comme condensée dans son passage au symbolique, est toujours contenue dans l'abstraction, au-delà du formalisme. Parallèlement à l'imaginaire, à l'utopie de l'espace, j'ai toujours régulièrement travaillé le dessin figuratif à partir du corps du modèle. Dessin qui cherche à dégager, à proportionner les lignes de force, d'os et de muscles qui tiennent et meuvent la chair. Parfois cachées, parfois montrées, ce qui est le cas dans les couplages, les lignes de construction apparaissent en bande blanche, porteuses de la finalité du tableau. Topographie. Après l'expérience monumentale du pavillon français à la Biennale de Venise, dont j'étais un des artistes participants, retour à l'expérience intime. Pastel à l'huile sur carton de 10-12 ennemis. Comment commencer l'espace est le titre de l'article de Daniel Siboni à propos de mon travail dans Art Press. Il y décrit l'organisation des sensations telle qu'elle suppose la présence du peintre à lui-même. Dans ces topographies, j'exprime le langage formel de l'expression picturale par le format, le plan, l'organisation et la construction à l'intérieur du plan, ainsi qu'à la partition chromatique de cette surface. J'en montre les frontières, là où l'espace calcule ses limites. Jaune, maison jaune. Un soleil, dit-il, une lumière qui, faute de mieux, je ne peux appeler que jaune. Jaune soufre, soufre pâle, citron pâle. Ah, que c'est beau le jaune. Van Gogh. Du travail en valeur des séquences en noir et blanc, gris, et après l'analyse des perceptions en tons chauds et froids, s'impose à moi la triangulation des couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, avec au sommet, parfois en rotation, le jaune, le bleu, le rouge. Bien que tout ceci soit impulsif à l'origine, je peux revisiter, bien après leur sens premier archétypal, le jaune condense la lumière, le bleu, l'azur, le rouge, les passions terrestres et organiques. Il faut y associer les complémentaires, violet, rouge, vert, pour que la résonance soit en plein écho à la surface du tableau. L'agencement, l'humeur, les intentions éthiques joueront aussi leur rôle essentiel, ainsi que le point gris en passerelle. En moi, le pouvoir des couleurs est infini, elles recouvrent et découvrent la sensorialité, la recherche de l'espace intérieur, la perspective par les couleurs, une dialectique des forces, sociales, psychiques, reliées à l'intime. La place du blanc est majeure dans le champ, parfois en signe, en plan. Elle éclaire et en résume toutes les couleurs. Klee, à la suite de Van Gogh, disait « La couleur me possède, je n'ai pas besoin de m'employer à la saisir. Elle me possède pour toujours, je le sais. Voilà le sens de ces instants heureux. Moi et la couleur faisons un, je suis peintre. » Libé. La série des Libés, rappel transformé de Picasso ou des surréalistes, les Libés forment une série qui retourne le journal quotidien en journal intime. C'est ce que l'on pourrait appeler honnêtement une lecture. Peinture datée, signée, le journal a servi de déclencheur par une date historique qui devient personnelle. Les deux pôles de l'histoire communiquent, le journal, la base, se trouve recouvert de peinture blanche, ce blanc de mémoire, puis un étrange palimpseste s'élabore avec toujours le noir, le blanc, l'orange. Fondation nouvelle, l'étalement du blanc, le tranchant de l'orange, mais surtout ce sépia, cette teinte photographique qui immédiatement connote le passé, la mémoire, l'histoire. Le sépia est ce que j'appellerais l'effet Nadar de ces peintures, le rappel de ce qui vient d'être effacé, recouvert du blanc de mémoire. C'est à ce carrefour énigmatique que se meuvent ces Libés,
trace de ce que l'on voudrait effacer, enfouir, et qui surgira autrement dans son traitement subjectif. Les libés tracent la ligne inframince qui sépare la grande histoire de la petite. L'individualité humaine sert à mesurer la petitesse des grands événements, Chateaubriand. À en prendre la mesure, ligne qui constitue plutôt son espace de retournement et la contamination réciproque entre les deux histoires. Libé lu, je deviens un journal intime. Collage, position. Nouvel atelier à la Bastille, terre révoltée de mon enfance, pays des ébénistes aussi. Je récolte les restes de leur atelier proche, bois contreplaqué, carton que j'incorpore aux œuvres. Ainsi se conjuguent trois temps, le passé, l'instant présent, le futur, qui se nourrira de ces passages. Les montages permettent une individuation, une nouvelle circulation inattendue des espaces conjugués avec leur passé recomposé. Actant. Un seul format, 65-50 dit raisin. Sur papier, matière, acrylique, encre, huile. But recherché par ce mot valise, il s'agit de faire acte dans notre temps et faire de ce temps un acte. Cela se joint sur une autre référence sonore, celle de l'actant, thème désignant un personnage ou un élément en tant qu'agent d'action. La peinture comme personnage ou agent actif de l'opération, qui consiste à prendre acte du temps ou de cet étrange hors-temps surgissant de l'acte de peindre. Ce qui se joue ne ressort certes pas d'un temps linéaire, chronologique, mais d'un temps d'exception, une trouée du temps, hors-temps signé. Du coup, comme pour la série des Libés, on voit donc surgir un autre rapport au temps, initié par un traitement particulier de l'espace et des signes. Arc et signe, 21-29-7. Trait d'encre, relevé du corps, choc physique, condensation nerveuse, cette possibilité de penser en arrière et d'invectiver tout à coup sa pensée, Artaud. L'enfance, le passé ne reviennent jamais, seule la mémoire est un grand passé, actif, travaillé au présent. Le geste ici ne vise pas à retrouver un paradis perdu, mais à prendre acte de ce temps et en tracer l'arché, ce feu central qui nous fait signe, afin qu'on le sente, le situe ici et maintenant. Le signe au pied de la lettre. Christine Bourg m'offrit son lieu d'exposition, l'espace Commune à Paris, près de 800 mètres carrés. C'est là que j'ai eu l'idée d'installer des textes près des toiles à dimension humaine, spatialement à partir du mot « civilisation ». Ce mot m'interrogeait suite à la guerre ethnique qui se déroulait depuis 1992 en Yougoslavie, pays que j'avais connu à 20 ans, où les monothéismes cohabitaient. Ce projet fut une vaste installation où mon abstraction bascula, devint une mise en alerte, une vigilance par rapport à l'intolérance. Il y avait un texte sur le bombardement de la bibliothèque de Sarajevo, dont les photos en noir et blanc parurent dans la presse. Elles me bouleversèrent au plus haut point. Il est vrai qu'auparavant, je m'étais posé des questions sur la loi, la conscience, l'éthique, et cela avait déjà orienté mon travail de plasticien. L'exposition s'intitulait « Le signe au pied de la lettre ». Il rassemblait près de 12 ensembles, traits, extraits, dont un comportait un extrait du livre de Freud, « Malaise dans la civilisation », en référence à la pulsion et à la montée du nazisme avant la guerre de 1939-1945. Bien avant ce projet, je me suis intéressé à la psychanalyse, pensant qu'il y a des rapports entre structure, inconscient et abstraction. Geste écrit 2009. Puis, c'est vers la poésie de René Char qui écrivit « De quoi souffres-tu » de l'irréel intact dans le réel dévasté que je me tournais. Ce recueil, Recherche de la base et du sommet, avait été le révélateur de mon admiration par ses écrits sur les peintres avec qui il a échangé, qu'il nommait ses alliés substantiels. Ma femme Isabelle m'offrit l'atelier du poète de Marie-Claude Char, ce qui m'entraîna dans un dialogue exaltant en 2009 à l'hôtel Compredon de l'Île-sur-la-Sorgue, sa ville natale. Qu'ai-je en commun avec le poète? Cette clarté qui ose, qui de toile en toile était le thème majeur de l'exposition. Entre clair et obscur, j'ouvrais des espaces croisés en écho à sa phrase. Nous ne pouvons vivre que dans l'entrouvert,
exactement sur la ligne hermétique de partage entre l'ombre et la lumière. Mais nous sommes poussés irrésistement et jetés en avant. Toute notre personne aide et vertige à cette poussée. Ce rapport double, écrit-trait, créa des liens, des passerelles utiles au sens, à l'ancrage et au maintien d'un regard mobile sur les deux créations. Le concept de l'exposition s'exprima par la traversée de lieux dits, de ces langages partagés, d'une mise en espace de la poésie de René Char et de la mesure de nos champs de sens et de conscience réciproques. Comme l'a écrit Marie-Claude Char à propos de cette exposition, la juxtaposition de l'œuvre écrite et de l'œuvre plastique permet d'aborder l'une et l'autre de manière particulière, propice à la contemplation et à la réflexion, en élargissant le champ imaginaire. Les textes sont choisis parmi les recueils des feuillets d'hypnose, partage formel, fureur et mystère, la parole en archipel, Lettera amorosa et autres citations. S'ajoute à ce parcours le fil jaune qui me conduit au sud par l'intermédiaire d'un poème de René Char, Les voisinages de Van Gogh. Cette chambre jaune comprend un grand triptyque, des collages avec citation du poète, les ébauches du visage de Van Gogh à partir de son portrait en bronze simple, suivi d'étoiles intérieures bleu nuit. L'interstice entre les deux expressions sera majeur pour le regardeur. Il créera en lui une dynamique, un choc thermique entre deux champs de sensations chaudes et froides. L'essentiel sera de trouver des circulations entre le texte des poèmes et de la peinture, hors de l'intime du livre, pour entraîner la pensée à un plaisir inattendu vers une troisième lecture qui n'appartient qu'au regardeur. De solidarité blanche et noire à la couleur sud, travaux d'Apt et de Toulon, les toiles noires et blanches, très extraits par leur rythme et contraste, condenseront par les formes les événements tragiques de l'histoire de l'Europe du XXe siècle, ressentis par le prisme de l'individu, de l'énergie dislocante aux fragments, jusqu'à la recherche d'une nouvelle unité, collage, position. Par son combat de résistance contre la barbarie, le poète de l'agir et du dire, présent debout dans l'histoire, se trouve être en écho à l'enfant que j'étais, pris dans la tourmente de ma famille éclatée, victime du régime nazi si meurtrier. Le combat de René Char pour la liberté aux prises avec l'intolérance totalitaire reste très contemporaine, du Cambodge au Rwanda, en ex-Yougoslavie, au Darfour, jusqu'aux extrémistes actuels. Un seuil d'inhumanité se franchit à nouveau devant nous. Écrire, créer à nouveau contre Auschwitz et le silence d'Adorno sur l'avenir de la poésie, participe de l'élan, du sursaut, du triomphe de la vie contre ces temps obscurs. Ce sera le but tendu de l'exposition vers une possible parole habitable. Il ne s'agit pas par cette exposition de clore les interprétations possibles, infinies des poèmes de René Char, mais d'être fidèle à une exaltante alliance des contraires, à l'ouvert, à la lumière, au questionnement sur l'origine, afin de faire advenir une parole libre. Espèce d'espace. Volume, boîte Kodak, fusain, carton, bois, une accumulation de matériaux qui sortent délibérément de la surface de la toile. Figure libre. Dans l'atelier, un jour en pile, en strates, ces traits abstraits se trouvent placés à côté d'un travail figuratif, dessin de corps de femme, réalisé plusieurs années plus tard. Même format, même matière, la vie, encre de Chine. Lascaux fait soudain irruption dans ma vision. Les signes abstraits sont par le rythme, la lumière, les traits expressifs, confrontés à la figure dessinée au pinceau. Peu après, je cherche une alliance entre l'une et l'autre partie du diptyque. Leur concordance recherchée fait travailler le regard dans un questionnement qui les enrichit mutuellement, les met en mouvement entre corps apparent et structure utopique de l'origine, l'archésigne. L'acte, le verbe, le trait, 2012. Ce qui différenciait sur le même sujet la poésie de René Char, les expositions de l'Île sur la Sorgue et de celles du musée d'art de Toulon, était une mise en espace très différente. La perception spatiale des toiles qui s'accrochaient en continu dans les grandes salles du musée de Toulon appelait un cinétisme du noir à la lumière. En 33 morceaux, le baiser de Rodin, les visages de Van Gogh, quelques entrées figuratives suivaient quelques moments de la biographie de René Char. Une grande figure libre de 2 mètres par 3 mètres 20, jamais montrée en diptyque, un corps de femme, associée à une toile abstraite de même format, ouvrait le parcours. L'ensemble
hybride était le point nodal de cette exposition qui recevra plus de 3000 personnes. Mémosigne 2012-2016. Ces mémosignes que je présente relèvent d'une nouvelle expérience spécifique de ma démarche sur la perception. Elle met en rapport l'opposition de deux médiums, les lavis d'encre, Rammstein, contrastés, confrontés à des photos encore argentiques prises depuis 10 ans en grande partie lors de mon passage au sud. Césure ou passerelle entre l'intérieur ou l'extérieur, cette mise en acte comparée constitue par imprégnation du réel les traces mémorielles de l'enjeu. Comment évaluer la judicieuse distance que capte le regard sur l'œuvre composite afin de choisir la bonne focale du geste machinal, l'appareil photo, face à la focale du geste intérieur plongé dans l'en-soi. Dans ce questionnement, ce trouble, il fallait réunir une double correspondance, la réalité instantanée opposée à la construction de l'œuvre dans le temps plus symbolique de mon travail. Comme souvent, ce tissage est né d'un hasard objectif qui fait se rencontrer à l'atelier des piles de travaux différemment et apparemment contradictoires. Après ce télescopage accidentel, le choix binaire, la vie photo, devint conscient pour se déplier en assemblages variés, mémosigne urbain, mémosigne nature, mémosigne du corps, mémosigne éthique, mémosigne lié à des écrits de poètes, dont ceux de Chantal d'Anjou. L'art abstrait évolutif, dont je suis un partisan, côtoie ici l'enregistrement intime et extime de la réalité figurative et participe pleinement à la complexité de l'acte de création. Ce processus singulier permet d'accéder au plus profond de l'inconnu qu'est le champ mental de l'œuvre, vers une syntaxe de la mémoire. Ces mémosignes, débutés en 2012, trouvent à s'enraciner dans un espace environnemental et lexical expressif. Il s'opère ainsi une promiscuité, un face-à-face entre la réinscription d'images sources et de leur condensation, d'images sources, c'est-à-dire images photographiques, et de leur condensation en lettres intimes, force du signe que la mémoire et l'expérience existentielle ont nourri. Alors émerge un idéographe en double focale, voire triple focale de perception, lié à des textes poétiques futurs. Nous voyons le bord médian du signe s'émanciper et mettre en mouvement l'image fixe de la photographie, écriture de la lumière et réciproquement. Cette jonction d'écriture et de texture hybride témoigne encore du regard et de l'espace en mouvement impliqués dans le monde qui nous entoure. Un amoncellement de citations qui m'avance dans la conclusion, j'en préfère deux. Celles de Klee, écrire ou dessiner ont un enracinement commun. Et celle de Kafka, que j'apprécie particulièrement aujourd'hui, écrire ou peindre, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins. Conclusion. Il est temps de conclure une longue période de création par Peindre à hauteur d'homme, le titre de mon exposition à Bruxelles l'année dernière. Dans ces temps où la peinture peut disparaître, je pense que l'art a surtout une fonction de liberté, de recherche, de symbolisation urgemment nécessaire dans ces temps de grands conflits. Il permet la sublimation comme la subjectivité du réel. Il est un feu central, créateur de nouveaux langages, une surface de réparation comme de désir. Sans oublier sa part de transmission, l'art, le plus court chemin d'un homme à un autre homme d'après Malraux. L'art est pour moi émancipateur, une transmission d'élan libre, d'aimer, de penser, de créer avant tout. Il doit rester ouvert à l'éveil de la conscience, à l'être et à la passion de la vie, où l'homme se cherche encore entre impératifs sauvages, technicité et civilisation. De mon côté, j'ai choisi définitivement, je suis de Lascaux. Je vous remercie de votre attention.